Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage, à mettre un pouce bleu, à réagir dans les commentaires également. Aujourd'hui nous allons parler de Peter Sagan. Petit point transfert également en fin de vidéo, hein, on fera le petit point de tout ce qui arrive. Alors bonne ou mauvaise idée l'arrivée de Peter Sagan? On va faire cette vidéo voilà, en 3 parties, donc en plus, les bonnes idées, le plus pour l'arrivée de Sagan chez Total Energy, les moins, vous allez voir qu'il y a plus de moins que de plus pour moi, et puis un petit point transfert, des autres transferts qui se sont déroulés depuis le 1er août, ça fait depuis 10 jours hein, que le mercato est ouvert, même si on sait qu'en cyclisme, les discussions ont lieu souvent avant. Alors les points positifs pour Peter Sagan chez Total Direct Energy. Eh ben déjà c'est bon pour l'image de cette équipe, hein, Total Energy, pardon, chaque fois je dis Total Direct Energy, mais c'est Total Energy, c'est bon pour l'image parce que on attire l'une des stars du peloton et surtout l'une des stars sur les réseaux sociaux du peloton. Il ne faut pas le négliger. D'un point de vue marketing, c'est excellent. Peter Sagan, c'est un personnage. C'est un bon coureur cycliste, mais c'est aussi un personnage. Vous prenez l'un des coureurs qui a le plus gros palmarès sur les 10 dernières années. Et vous prenez en plus un coureur qui... a une image sur les réseaux sociaux. C'est le seul mec que les gens prennent en photo quand il fait un wheeling à l'arrivée. Pourtant, c'est pas nouveau. Hein. McEwen le faisait déjà, hein, pour tout vous dire. Robbie McEwen. Mais ouais, c'est un mec qui sait communiquer, qui sait parler, qui sait se mettre en avant sur les réseaux sociaux, qui sait communiquer sur les réseaux sociaux. Donc forcément, pour un sponsor comme Total Energy, qui a pas forcément une bonne image, hein. Total, c'est pas l'entreprise française qui a la meilleure image au monde, et bien c'est toujours bon. C'est également intéressant pour une équipe française parce que ça montre que les équipes françaises savent attirer des grosses stars. Voilà, tout simplement, on a déjà fait Terpstra, Boasson-Hagen. Donc voilà, c'est pas le premier grand coureur qu'on attire, mais c'est intéressant de voir qu'en France, on s'attire les gros coureurs. Viviani également chez Cofidis. Et ça, c'est toujours important. Ça montre que les équipes françaises sont toujours à la mode, on va dire, et que surtout les équipes françaises se renforcent énormément. On a parlé notamment du recrutement d'AG2R l'année dernière avec notamment Greg Van Avermaet. Il y avait déjà eu Terpstra dans cette formation. À une époque, les équipes françaises, c'était dans toutes les équipes françaises du World Tour. Au tout début du World Tour, c'était 95% de coureurs français, mais vraiment. Et là, aujourd'hui, on arrive à devenir beaucoup plus international dans les équipes françaises, ce qui montre que déjà la formation n'est pas mauvaise. La formation au niveau management en France. Et puis surtout, ça montre qu'on a des gros sponsors qui arrivent à attirer financièrement ces stars. Donc on a des sponsors solides. Et puis qu'on a des directeurs, des managers qui, pour certains, font quand même le taf. Voilà, c'est un travail de beaucoup de personnes pour attirer Peter Sagan. Et puis c'est intéressant pour Total Energy parce que l'objectif, c'est d'aller en World Tour pour cette formation et pour les invitations l'année prochaine sur les épreuves World Tour. Forcément, quand tu as Peter Sagan, c'est un avantage. Sur les classiques pavés, on est sûr que Total Energy sera présente sur toutes les classiques pavés et puis sur d'autres courses. Parce que Peter Sagan, on l'a vu sur le Giro, on l'a vu cette année donc sur le Giro, sur le Tour de France. Ils savent déjà que l'invitation sur le Tour de France, ils l'ont quasiment obligatoirement du côté de Total Energy. Donc c'est vraiment un réel avantage, même si ça ne fera pas tout. C'est-à-dire que, on rappelle, avec le nouveau règlement du World Tour, une équipe est qualifiée d'office sur toutes les épreuves World Tour sans que les organisateurs de ces épreuves-là aient leur mot à dire. C'est la première équipe qui sera au classement deuxième division, donc au classement Pro Series. L'année dernière, c'était Alpecin, ce qui fait qu'Alpecin n'est pas une équipe World Tour, mais est invitée sur toutes les manches du World Tour.
Ça va pas être facile non plus. Parce que l'année prochaine, normalement, on revient à 22 équipes sur chaque grand tour. Cette année, il y avait 23 équipes, notamment avec Alpecin, on va dire. Mais l'année prochaine, est-ce que l'UCI continuera à mettre en place cette dérogation? Peut-être pas. Donc peut-être qu'on sera à 22 équipes. Et même si c'est une équipe française qui est en tête du classement Pro Series. Imaginons Arkea Samsic est en tête du classement Pro Series. Je connais pas le classement Pro Series et puis on est en août, il reste encore 3 mois, donc il peut se passer pas mal de choses. Eh bien, si cette équipe est en tête, c'est-à-dire qu'elle aura les invitations sur toutes les épreuves. Je vois pas les organisateurs du Giro inviter 2 équipes françaises et surtout inviter une équipe française à la place d'une équipe italienne. Donc, c'est pas non plus une assurance tout risque. Mais pour les classiques de début de saison, c'est sûr que Total aura son invitation pour le Tour de France, pour le Dauphiné, c'est sûr également. Pour Paris-Nice aussi. Cette équipe sera présente sur toutes les courses françaises importantes du World Tour et pourquoi pas sur d'autres courses également. Je pense notamment aux classiques, mais sur d'autres épreuves World Tour. C'est forcément intéressant d'avoir Peter Sagan. Et puis, c'est intéressant pour Peter Sagan aussi, parce qu'il change d'air. Et j'avais dit, il doit changer d'équipe. Peter Sagan, à la Bora, on sent que c'est la fin d'une histoire, c'est la fin d'un truc. Depuis 2020, j'ai senti quand même que l'ambiance autour de lui était moins forte. Déjà parce que la saison 2019 n'avait pas été excellente. 2020, ça n'a pas été non plus facile, notamment sur le Tour de France. Il y a eu une victoire d'étape sur un grand tour. Et puis cette année, on a senti assez vite que les discussions étaient finies entre Bora et Sagan. Et il fallait qu'il change d'air. Ça, c'était obligatoire. Pour ce coureur-là, il avait fini une histoire. Voilà, tout simplement. On va passer maintenant au moins. Et du côté du moins, c'est qu'il change d'air, mais pour moi, pas suffisamment. C'est-à-dire que quand vous regardez attentivement le transfert, on ne transfère pas que Peter Sagan, on transfère également des équipiers. Alors c'est bien indiqué sur notamment un article de Ouest France. Il vient avec notamment Danielos et Massey Bonnard, qui sont quand même des coureurs qui sont âgés. Il ne faut pas le négliger. Peter Sagan, c'est déjà un coureur qui a 31. Danielos et Bonnard, il doit avoir 35-36 ans. Donc ce sont quand même des coureurs qui sont déjà âgés. Il vient également avec son directeur sportif, Yann Vallard, attaché de presse, masseur et mécanicien. Plus la même marque de vélo qui est Specialized, donc les mêmes sponsors, grosso modo, donc qui auront les mêmes engagements. En fait, grosso modo, c'est juste la portion Bora-Peter Sagan qui part de Bora et qui arrive chez Total Energy. Donc, c'est pas vraiment un changement d'air parce qu'il va se retrouver dans la même situation de confort qu'il avait chez Bora. Parce que, contrairement à ce que dit Jean-René Bernaudot, Jean-René, JR pour les intimes, qui survend toujours ses coureurs, il nous dit quand j'ai eu les premiers contacts avec lui, il m'a demandé presque à demi-mot s'il pouvait faire du gravel l'année prochaine. Alors il faudrait quand même rappeler à Jean-René Bernaudot que cette année il devait faire les Jeux Olympiques en VTT, c'est juste qu'il s'est pété le genou, qu'il a dû se faire opérer du genou, Sagan. Parce que Jean-René Bernaudot, il nous fait croire que grosso modo, il n'avait aucune liberté chez Bora. Il faut quand même rappeler comment l'équipe Bora a été montée au tout début. Bora, c'est la réunification de 2 équipes qui sont donc Netap et Endura Racer, qui étaient 2 équipes de Continental, qui étaient d'un bon niveau en Continental, qui ont décidé de s'allier, et ça s'est appelé Bora. Et Sagan a quasiment été recruté. C'est l'un des premiers coureurs qui a été recruté. Peter Sagan, au moment où la Tinkoff s'est arrêtée avec les Saxo Bank et c'était la fin d'une ère, on va dire la fin de l'ère Björneris CC Tiscali, donc qui avait duré 15 ans. Et donc Peter Sagan, qui déjà avait vécu 2 saisons pas exceptionnelles chez Tinkoff, décide de rejoindre Bora en 2017, mais l'équipe allait monter pour lui. La Bora s'est montée pour lui et il avait énormément de liberté chez Bora, il faut le savoir. Donc
ben là je me dis qu'il change pas vraiment d'air. Le fait de faire du gravel, bon, il en fera peut-être un peu plus chez Total Energy, mais bon, chez Bora, il était pas maltraité, hein. Il avait le calendrier de course qu'il voulait. C'est pour ça que dans cette équipe-là, Bennett est parti. Maïka n'a jamais pu jouer sa carte au niveau classement général pendant très longtemps dans cette formation. Que même quand des fois il y avait Conrad, Bourman ou Charman, c'était pas toujours facile pour ces coureurs-là pour s'en sortir. Et même au début, Ackermann n'avait pas la liberté de choisir les courses qu'il souhaitait. Et pourtant, il était allemand dans une équipe allemande, hein. Donc Peter Sagan a souvent eu beaucoup de liberté chez Bora et même chez Cannondale, hein. Il n'y a que chez Saxo, chez Tinkoff, pardon, où il avait un peu moins de liberté, mais chez Cannondale, Liquigas, il avait aussi la place qu'il souhaitait. Donc le problème, c'est que ça va être tout pour lui. Tout pour lui. Sagan, parce que Peter Sagan n'a jamais partagé dans ses équipes. Quand vous regardez notamment les fois où il a fait le Tour de France, c'est très rare quand un coureur de son équipe a fait des bons résultats autres que Peter Sagan. On peut saluer juste Bourman qui avait fait 4e du Tour de France, mais à part Bourman en 2019, et c'était une année où Sagan n'était pas exceptionnel en 2019, sinon Sagan a toujours eu les pleins pouvoirs dans ses formations dans lesquelles il est passé. C'était déjà le cas chez Liquigas, Cannondale. C'était un peu moins le cas chez Tinkoff, il faut le rappeler. Mais je vois mal Peter Sagan partager le leadership sur un Tour de France avec Pierre Latour ou sur une classique flandrienne avec Turgis. Et c'est là où je suis inquiet, notamment pour Anthony Turgis, qui est un coureur qui a quand même été le plus régulier sur la dernière campagne de classique flandrienne. Parce que je vois pas comment les deux vont pouvoir cohabiter facilement ensemble. Et surtout, je suis inquiet que Turgis se mette en retrait par rapport à Sagan. Alors après, il y a la possibilité que Sagan ne soit pas très performant sur la campagne de classique flandrienne. Et donc que Turgis se retrouve à être leader, comme ça a été le cas avec Terpstra. Parce qu'au départ, Turgis n'était pas forcément leader sur les flandriennes, sauf que Terpstra était aux abonnés absents. Et donc, elle s'est retrouvée dans cette situation-là. Sauf que Terpstra avait quand même 35 ans à ce moment-là, enfin 34-35 ans. Sagan n'en a que 31. Donc la situation est quand même différente. On est moins sur un coureur en fin de carrière que Terpstra. Donc j'ai peur que Turgis soit obligé de faire l'équipier pour Sagan. Et que ça m'attriste un petit peu parce que Turgis c'est un bon coureur et c'est un coureur qui a énormément montré de très belles choses cette année. Donc c'est pour ça que je suis un petit peu déçu de ce côté-là. Du côté de Sagan, pas de grands résultats depuis 2019 aussi. Sagan m'a peu impressionné depuis 2019. Il y a eu quelques bons résultats, mais déjà pas suffisamment, il faut le dire, notamment sur le Tour de France en 2019, il remporte une étape à Colmar. L'année dernière, donc, il remporte une étape sur le Giro, mais en partant de loin. Cette année, il remporte une étape sur le Giro. Mais cette année, il remporte le maillot de meilleur sprinter du Giro sans vraiment avoir impressionné. Il faut très clairement le dire. La seule fois, les 2 dernières fois où il m'a impressionné, c'était donc cette étape du Giro en 2020, où il part en costaud comme il sait le faire, Sagan. Et cette année sur le Tour de Romandie, où sur sa victoire d'étape, il fait un très long sprint vent de face, vraiment très impressionnant. Mais même sur le Tour de Catalogne, où il gagne une étape, bon, j'ai pas été impressionné sur le Tour de Catalogne. Et c'est vraiment les 2 seules fois sur ces 3 dernières années où il m'a impressionné. Alors après, on peut se dire, du côté de Sagan, il a enchaîné quand même les pépins physiques. Notamment une grippe lors de sa préparation pour les classiques flandriennes en 2019 et ce retard qu'il avait pris avec un stage qu'il n'avait pas pu effectuer, il l'a gardé pendant toute la saison. 2020 aussi, saison un petit peu particulière,
En plus, voilà, saison sur 3 mois, donc c'était assez difficile. Beaucoup de coureurs en fait sont passés à côté, et puis vous avez des coureurs qui ont surperformé en 2020, et puis en 2021, il n'y a plus rien. Je parlerai notamment de Quentin Paché, également surtout de Quentin Paché même, et puis du Suisse de UAE, dont j'ai oublié le nom bien entendu, ce qui est inadmissible. Ça, alors là, Marc, non. Il a tellement pas performé cette année que je l'ai oublié, dis donc. C'est pas Marc Padoun. Ah là 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 là. Le Suisse de UAE. Je vais retrouver Marc Hirschi, voilà. J'ai oublié le nom de Marc Hirschi. Ça va de mieux en mieux, moi, au niveau de la forme. Donc voilà, ces coureurs-là qui ont surperformé, qui cette année ne s'en sortent pas. Et lui, à l'inverse, Sagan avait eu un peu plus de mal sur une grande partie de la saison. Mais c'était une saison sur 3 mois, quasiment au niveau des gros objectifs. Donc c'était une saison particulière. Mais cette année, là encore, une préparation très compliquée. Il reprend extrêmement tard. Il fait pas de classique quasiment flandrienne. Pour Sagan, il reprend tard. Et puis ensuite, il y a eu pas mal de pauses sur sa saison, et ça n'a pas forcément été facile pour attraper la forme pour Peter Sagan. Mais est-ce que c'est un coureur qui est capable de retrouver des bonnes performances? C'est compliqué à dire. Moi, je dirais que je suis confiant pour Sagan sur certains points, et puis sur d'autres points, je suis moins confiant. Je suis confiant parce qu'il n'a que 31 ans. Et quand on voit Mark Cavendish aujourd'hui, bon voilà, il a réussi à retrouver de la performance. Mais par contre, c'est là où je suis un petit peu inquiet. C'est que Mark Cavendish, il a réussi à retrouver de la performance parce qu'il a changé d'air et parce qu'il est reparti d'une page blanche au niveau de sa manière de courir. Et là, dans ce que je vois, je pense que Sagan ne fera pas ce travail-là. Et c'est pour ça que je suis inquiet pour ce coureur-là. Et puis, la dernière question, est-ce que Total arrivera à totalement changer de dimension avec un seul coureur? Ça, c'est également compliqué. Est-ce qu'un seul coureur peut transformer radicalement votre équipe? Chez Total, ces derniers temps, c'est pas qu'un problème de coureur. C'est aussi un problème de direction sportive qui fait preuve énormément d'amateurisme. Et là encore, même dans le transfert de Sagan, parce que moi je pensais qu'ils allaient plutôt préparer la montagne. Ces derniers temps, c'était plutôt la stratégie de Total. Et là, donc, ils prennent un sprinter. Enfin, un sprinter puncher, mais... Là encore, en termes de stratégie, on a du mal à voir. Et puis, il va falloir voir également comment l'équipe autour de Sagan va réussir à s'intégrer à Total Energy, à Jean-René Bernaudot, à tout cet effectif-là. Ça ne va pas être forcément facile. La barrière de la langue peut être un problème aussi. Et puis, moi, je pense qu'il ne suffit pas d'un grand nom pour faire changer de physionomie, changer de caractère une équipe. On l'a vu, Tepstra, on l'a vu Boasson-Hagen, qui étaient des bons coureurs, des coureurs d'expérience. Ils n'ont pas changé cette équipe. Même Pierre Latour, Géniez, Guillermoz n'ont pas changé cette équipe. Ce ne sont pas des branquignoles quand même. Donc j'ai peur que Total n'arrive pas à changer de dimension, parce que je pense qu'il y a un problème qui est de direction sportive, qui n'est pas assez performante aujourd'hui. Et moi, je le vois assez régulièrement, je vous le dis souvent, quand je regarde les vidéos de Total Energy sur YouTube, bah, quand tu vois les discours et les briefings des directeurs sportifs, et quelques bouts qu'on voit, bah, excuse-moi, ça ne me motive absolument pas. Et je trouve qu'ils ont des stratégies souvent à la con, Total Energy, ces derniers temps. Donc, je ne suis pas sûr que ça suffise, très clairement, pour que cette équipe change de dimension. Eh bien, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, on discutera. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. C'est pas encore la fin de la vidéo, parce que je suis en train de m'apercevoir que j'ai oublié de faire un truc que j'avais dit, c'est les transferts, le petit point sur les transferts. Eh bien, on va commencer avec AG2R qui va voir l'arrivée de 2 coureurs.
Clément Berthet et Antoine Rogel, et le départ de 3 coureurs. Alors 2 qui prennent leur retraite, Mathias Frank et Ben Kachtower. Mais la surprise, c'est le départ de Tony Galopin qui s'est jamais vraiment totalement intégré à AG2R, qui a eu pas mal de problèmes techniques. Et Tony Galopin, lui, va rejoindre Trek Segafredo chez Astana. La surprise, départ de Vlasov, ce qui fait que chez Astana, on n'a plus que Lutsenko comme tête d'affiche. Ça fait un peu faiblard, donc on va, je pense, se mobiliser énormément du côté de chez Astana. Sur le marché des transferts, du côté de la Bahreïn, départ de Marco Haller à la Bora et de Marcel Seeberg. Donc au niveau des têtes d'affiche, on les conserve. Chez Bike Exchange, retraite pour Brent Walter et départ d'Esteban Chavez chez EF Education Nippo. Chavez qui, de toute manière, ces dernières années n'a pas été incroyable en termes de résultats, donc je ne suis pas sûr que Bike Exchange soit vraiment attristé par le départ d'Esteban Chavez, qui a été beaucoup trop inconstant dans ses résultats depuis maintenant 4-5 ans. Du côté de la Bora, c'est pour l'instant l'équipe qui est la plus active sur ce marché des transferts. Donc le départ de Peter Sagan, Bonnard, Danielos et Juraj Sagan chez Total Energy. Rudiger Selig arrive chez Lotto, Schillinger prend sa retraite. Et du côté des arrivées, on a Sam Bennett et Shane Archbold de la De Koninck, Danny Van Poppel du côté d'Intermarché, Ryan Mullen également, Jane Lay et Sergio Higuita, les 2 grimpeurs, l'un chez DSM, l'autre de EF, Marco Haller et Alexander Vlasov, ce qui fait qu'en montagne, il se renforce énormément. Et puis surtout au niveau du sprint, le retour de Sam Bennett, avec un train de qualité autour de Sam Bennett. Du côté de Cofidis, pas de mouvement. Donc du côté de De Koninck, pas mal de départs, contrairement à d'habitude pour De Koninck. Qui va devenir Quick-Step Alpha Vinyl, Sam Bennett et Shane Archbold, et puis également le départ de Alvaro Odeg et Joao Almeida qui rejoignent UAE Team Emirates. Dommage de ne pas avoir réussi à conserver Almeida, qui est, je pense, un coureur d'avenir. Du côté donc de EF, arrivée de Chavez, départ de Higuita. Là aussi, mauvaise nouvelle du côté de EF. Ça aurait été bien de garder Sergio Higuita, qui est lui aussi un coureur d'avenir, mais qui, je pense, a besoin un petit peu de se relancer quand même. Départ à la retraite de Mitch Docker et de Van Garderen. Du côté de la Groupama, FDJ, arrivée de Michael Storer, bon coureur de la DSM, très bon équipier, arrivée de Quentin Paché. Ça dépend. Si on a le Quentin Paché de 2021, c'est pas top. Si on a le Quentin Paché de 2020, c'est plus qu'intéressant. Lewis Askey de la Conti, qui est un Britannique, et Bran Walton, très bon coureur de Arkea, très bon rouleur. C'est un coureur très intéressant pour un train. Du côté de chez Ineos, arrivée de Luc Plapp, un coureur d'une équipe continentale, départ à la retraite de Michel Golas. Chez Intermarché, arrivée de Christophe Ebikström de UAE. Bonne nouvelle, je dirais, du côté de Wanty, ça se renforce. Et arrivée de Bimian Guirmé. Du côté de la Delco, je rappelle que l'équipe Delco qui va très mal au niveau financier, départ de Van Poppel. Chez Israël, arrivée de Corbin Strong de SEG Racing Academy. Du côté de la Jumbo, 2 départs à la retraite, Paul Mertens et Martin Wynant arrivent. Départ également de Georges Bennett. Départ du côté de la Lotto de Marchinski et de Gengolb pour DSM. Marchinski à la retraite, arrivée donc de Rudiger Selig. Marc Soler quitte la Movistar et rejoint UAE. UAE qui se renforce encore au niveau montagne. Ça va être une équipe très dangereuse. Du côté de QBK, Enoch Mouloubram arrive. C'est un coureur de l'équipe réserve. Donc pas énormément d'arrivées pour le moment chez QBK. Du côté de DSM, donc arrivée de Gengolb, départ de Jane Lay, de Michael Storer. Du côté de la Trek, arrivée de Tony Galopin, départ de Con de Kort. Départ également de Niklas Seig qui rejoint Uno et de Ryan Mullen. Et puis donc Christophe et Bikström qui partent de UAE. Vermont arrive était déjà arrivé chez Alpecin, pardon. Chez BNB Hotel, départ de Kevin Reza à la retraite, de Berthe de Backer à la retraite, de Backart à la retraite, de Van Genechten à la retraite, et départ également de Quentin Paché. Donc c'est une équipe qui va être très présente sur le marché des transferts, certainement qui aura l'envie d'avoir un sprinter, pourquoi pas Bonifacio, vu que Brian Cocard devrait partir chez Cofidis. Et puis chez Delco, on va voir, mais il devrait y avoir pas mal de mouvements dans cette équipe française. J'espère donc que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!